Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Mark Carney, donc, il faisait cette grande annonce d'une entente sur l'énergie hier, de réconciliation avec l'Alberta. Par ailleurs, hier matin, je disais, restez sur vos gardes. Monsieur Carney pourrait perdre des joueurs à l'autre bout du spectre, là, faire des heureux en Alberta, mais des moins heureux du côté... Tu l'avais prédit, Mario. Ben, j'étais pas sûr, mais ça me paraissait un risque élevé, là. Et donc, c'est fait. Oui, c'est fait. C'était un coup de théâtre, même si plusieurs analystes... avait un peu prévu la chose, là, mais Stephen Guilbeault, qui était ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, lieutenant du Québec aussi, qui a claqué la porte du cabinet. Il a écrit dans une publication qu'il le faisait avec grande tristesse, mais tout ça sans raison de différent, évidemment, sur les politiques, après l'annonce de cette signature de protocole d'entente entre Ottawa et l'Alberta sur la construction d'un nouveau pipeline pour exporter du pétrole et du gaz vers l'Asie. Ça vient avec des assouplissements réglementaire. Stephen Guilbeault, qui a été ministre de l'Environnement aussi, ça ne concordait pas avec ses convictions. Il dit qu'il est en profond désaccord avec ça. Donc, il a claqué la porte du parti. Ça a été fait en grande annonce avec plusieurs réactions. Plusieurs ont souligné aussi le fait qu'il tenait à ses convictions, qu'il était fidèle à lui-même. Mais en fait, l'image qui était dans le journal, la goutte de pétrole qui a fait déborder le vase, j'ai trouvé l'image intéressante. C'est juste que c'est pas la première affaire, là. Le virage économique, appelons-le économique et énergétique de Mark Carney, qui l'éloigne des priorités environnementales. Puis là, on avait critiqué, les environnementalistes critiquaient Justin Trudeau qui en faisait pas assez, mais il en faisait quand même beaucoup. Fait que... on va à l'encontre un peu. Oui, là, on a simplifié les processus d'évaluation environnementale, on a abandonné la taxe carbone, c'est 1 plus 1 plus 1. Puis là, je pense que l'entente avec... parce que oui, il y a un nouveau pipeline de plus, mais il y a aussi l'idée que pour remplir le pipeline, probablement que tu vas développer plus les sables bitumineuses que lui ne voulait pas. Bon, il y a quand même une considération environnementale dans l'accord d'hier. Mark Carney disait un nouveau pipeline ne pourrait pas se faire sans un méga système de captation carbone pour capter du carbone. Mais je pense que pour M. Guilbeault, c'était pas assez. Ceci dit, je sais pas ce que Mark Carney, ses stratèges, pensent vraiment. Parce que tu veux jamais perdre de député. Puis là, il n'a pas perdu un député, il reste député. Tu veux pas perdre de ministre ou vivre une démission. Mais tu sais, si le but de M. Carney, c'est la réconciliation avec l'Alberta, c'est parfait, là. Stephen Guilbeault est le politicien à peu près le plus impopulaire en Alberta. Et hier, les conservateurs disaient, ben voyons, en début de journée, ils disaient, ben voyons, l'affaire, c'est de la frime, là, l'histoire de l'entente avec l'Alberta, le pipeline, ils le feront jamais. La preuve, c'est que Stephen Guilbeault est encore dans son cabinet. Fait qu'en démissionnant, Stephen Guilbeault, pour les gens de l'Alberta, nous autres au Québec, ça passe comme une mauvaise nouvelle, mais pour les gens de l'Alberta, ça confirme que Carney est sérieux. Ça confirme que Mark Carney a véritablement l'intention de faire le pipeline, puis que l'entente avec l'Alberta, c'est du solide, c'est du sérieux. Puis Stephen Guilbeault a démissionné, tant mieux. Donc, si Mark Carney, son but, c'est d'être cru et d'être pris au sérieux en Alberta, c'est coché, là. Le départ de Stephen Guilbeault vient consolider sa nouvelle. Ça vient créer d'autres problèmes. Puis là, on dit, il y a d'autres députés, au moins un en Ontario, dans la banlieue de Toronto, peut-être une coupe en Colombie-Britannique, qui sont sa clôture aussi d'imiter M. Guilbeault, parce que ça va être... Et qui va devenir le nouveau lieutenant du Québec? Lieutenant du Québec, ministre du patrimoine, ça, c'est probablement une annonce aujourd'hui. On laisse rarement un poste de ministre vacant pendant très longtemps. Juste dire que Mark Carney, en soirée, hier, a réagi quand même sur son compte X pour souligner le leadership de Stephen Guilbeault et de reconnaître... il dit qu'il est profondément reconnaissant pour ses conseils, sa contribution au nouveau gouvernement et que, oui, il y a des opinions divergentes, mais il est quand même heureux que Stephen Guilbeault continue d'offrir ses perspectives en tant que député au sein du caucus. Cette très jeune femme, membre de la Garde nationale, qui avait été attirée à bout portant avant hier près de la Maison-Blanche, ça a mal tourné. Là. Malheureusement, oui. Il y avait deux militaires de la Garde nationale qui étaient dans un état critique et en soirée, hier aussi, justement, Donald Trump, en fin de journée, là, a annoncé que
elle était décédée. L'une des 2 membres de la Garde nationale était décédée. Sarah Beckstrom, elle est originaire de Virginie-Occidentale. Il a dit que c'était une personne très respectée, une jeune et magnifique jeune femme qui avait commencé son service en juin 2023. Remarquable à tous égards. Elle vient de nous quitter. C'est comme ça qu'il l'a annoncé hier en fin de journée. Et l'autre soldat qui s'était fait tirer dessus luttait toujours pour sa vie aux dernières 20 nouvelles. ans, là, je sais pas, on a vu les photos, là, toute jeune, s'embarque dans la garde nationale, se fait déployer à Washington et juste installer un coin de rue et se fait tirer à bout portant. C'est complètement fou. Bilan s'alourdit de cet incendie majeur à Hong Kong. Oui, on est rendu à plus d'une centaine de morts. On s'en doutait là, que ça allait s'alourdir parce qu'hier, on en parlait. On disait que il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient encore coincées. Là. On était à plus de 300 personnes là, qui étaient encore recherchées. Et là, on est à 128 morts. Portées disparues, portées disparues, mais pour l'essentiel, ils sont disparus dans un brasier. Oui, exactement. Là, on est à 128 morts. Possiblement que le bilan va s'alourdir encore parce qu'on est encore à chercher l'origine exacte du brasier. On disait que le système d'alarme était défectueux dans les tours. Donc, peut-être que les gens n'ont pas entendu non plus ce qui s'est passé. Le feu, ils n'ont pas eu le temps de sortir. C'était des tours très, très hautes aussi. On rappelle que ça a pris feu très rapidement en raison des échafaudages de bambou. Il y a 3 hommes qui ont été arrêtés, qui sont soupçonnés de grossière négligence. Il y a des matériaux inflammables qui ont été découverts abandonnés pendant les travaux. C'est le pire incendie qui a connu la ville depuis des décennies, donc 128 morts jusqu'à maintenant. Mais la loi sur la laïcité a été déposée telle que prévue hier à l'Assemblée nationale. Oui, et on va faire un petit rappel de ce qui est interdit maintenant avec la loi sur la laïcité. Je cherche ma feuille. Mais il y a beaucoup de choses. C'est une loi qui a plusieurs aspects. Fin des prières de rue. À moins de permission contraire octroyée par les municipalités. Financement des écoles privées devient conditionnel. Les élèves ne peuvent plus être sélectionnés selon leur religion. Les signes religieux seront interdits dans les CPE. Les écoles privées également, avec un droit acquis au personnel déjà en poste. Visage qui devrait être découvert aussi Cégep, université. Garderie également, jusqu'à l'université à compter de septembre 2026. Les institutions publiques vont devoir offrir un menu non religieux. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas interdire le voile intégral dans la rue parce que c'est une mesure qui serait jugée difficile à appliquer. Oui. En plus de ce qu'on savait déjà, évidemment, le port de signes religieux qui était déjà interdit au secondaire et au primaire et au secondaire. Là, c'est à l'UC, à la garderie, c'est au cégep, c'est à l'université. Et il y a tout cet autre aspect plus complexe, moins facile à résumer en une phrase, là, mais les communications institutionnelles, parce qu'on le sait, ça ne touchera pas le fédéral, mais exemple, au gouvernement fédéral, je le prends en exemple, si on fait un prospectus où il y a des citoyens là, à la une, mettons, on met 3 citoyens à la une, c'est sûr qu'il y a un signe religieux. Là. Il y a un homme avec un turban, il y a une femme avec un hijab. C'est comme le Canada voulant montrer sa diversité, on le montre en mettant toujours des gens avec des signes religieux. Alors ça, au Québec, ça devrait être interdit là, pour une institution. On considère que si tu mets des signes, si tu utilises des signes religieux dans ce qui est communication, publicité, tu en fais la promotion. Et donc, on ne permettrait plus ça. Donc ça... Mais là, c'est plus compliqué. Là. Qu'est-ce que tu appelles une communication gouvernementale, jusqu'où tu peux aller, etc. On avait eu cet exemple aussi, je pense, c'est l'heure du conte là, dans des bibliothèques de l'Est de Montréal, où je pense qu'on avait des fillettes qui étaient pour l'essentiel voilées, très jeunes, ça avait fait réagir. Donc, est-ce que c'est à ça qu'on touche? Jusqu'à quel point ça va être large comme interdiction? Ça, je pense que ça va donner lieu à des débats. De toute façon, le projet de loi va donner lieu à des débats lui-même et probablement des contestations judiciaires. En fait, le printemps prochain, on pourrait se retrouver avec parce que ça, c'est le projet de loi 9 qui part en discussion. Mais la loi 21, c'est plus un projet de loi, a été adopté il y a 6 ans, en 2019, est toujours contesté. Donc, j'allais dire, ce printemps, tu pourrais avoir le jugement de la Cour suprême sur la loi 21 et un débat sur le projet de loi 9. Donc, l'ancien projet de loi sur la laïcité qui pourrait être contesté, qui pourrait être confirmé ou infirmé par la Cour suprême, pendant qu'on en discute un autre qui va lui aussi être contesté parce que c'est certain. Et est-ce que les conclusions de
de la c'est Cour ça. vont servir aussi dans les débats, Exactement. qui vont teinter les débats. Si la Cour suprême invalide la loi 21 comme étant anticonstitutionnelle, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la nouvelle? En tout cas, ça va être à surveiller. On risque de parler beaucoup de laïcité le printemps prochain. Rapport du coroner sur la mort de la petite Maria, d'une fillette. Oui, c'est le conducteur qui avait été visé. Ouais. Mais là, le coroner va beaucoup plus en détail sur la gestion des chantiers. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est arrivé en 2022, cet accident-là, à Montréal. La petite Maria, 7 ans, qui s'en allait à l'école à pied avec son frère. Et c'est un conducteur qui l'a pas vu. Il a été ébloui par le soleil. Il n'a pas fait son arrêt complet, en fait. Bon, mais ce que le coroner dit, c'est que qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi était-il dans ce quartier résidentiel? Majeur dans le tunnel où Hippolyte Lafontaine. Ce que le coroner dit, c'est que ça a été annoncé 3 mois avant. Ça n'a pas laissé le temps aux gens de trouver des façons autres de se déplacer. Et avec les applications qu'on a sur nos téléphones, là, Google Maps, ça nous envoie dans des quartiers résidentiels pour éviter le trafic. L'homme en question, lui, venait de Repentigny, s'en allait à Saint-Hubert pour un rendez-vous. Donc, il est passé par ces rues résidentielles pour aller prendre le pont Jacques-Cartier parce que le tunnel était fermé. Donc, c'est une conséquence indirecte. Ça reste que c'est le fait qu'il n'a pas fait son arrêt, qu'il a été ébloui, qu'il ne l'a pas vu, etc. Mais la conséquence indirecte... Si le ministère planifiait comme il faut, avec les applications, pourrait soumettre aux gens des trajets sécuritaires qui leur évitent de passer dans le résidentiel. Parce que là, ça fait plus de trafic dans le résidentiel, il y a plus de risques d'accident, et bon, c'est une conséquence indirecte du décès de cette fillette de 7 ans qui a fait énormément jaser, évidemment, en 2022. Mais je lisais ça et je me disais, est-ce que les Waze et Google Maps et tout ce qui est GPS t'offre systématiquement le chemin le plus court, ou est-ce que, exemple, si le ministère des Transports dit, garde, là, notre chemin alternatif, c'est de prendre la rue Sherbrooke, mettons, puis d'aller tourner à gauche pour prendre le pont, peu importe. Est-ce que l'application va respecter ça, là, va respecter de dire on n'envoie pas les gens, le ministère des Transports veut pas, on n'envoie pas les gens sur des rues résidentielles? Ou est-ce que la mathématique calcule automatiquement le chemin le plus court, peu importe où ça t'amène? Personnellement, moi, j'utilise beaucoup Waze pour me déplacer, puis c'est pas toujours le chemin le plus court, mais c'est le chemin où il y a moins de trafic. Fait que moi, je me retrouve souvent dans des petites rues résidentielles parce que j'évite les grandes artères et où il y a plus de trafic, effectivement. Moi, je vois pas la grande différence entre Google Maps et Waze. Je sais que beaucoup de monde à Montréal utilise Waze. C'est la même chose. Mais pour vrai, moi, tout le monde me dit utilise Waze. Moi, je considère que Waze, c'est la version cartoon de Google Maps. Moi, j'utilise Google Maps aussi. Je suis très Google Maps. Mais ça appartient au même, c'est la même chose. Là. Mais ce que je trouve, c'est que, par exemple, on va nous faire passer par le chemin techniquement le plus court, mais à un moment donné, le trafic s'alourdit, puis tu te dis, hey, si j'avais pris mon chemin initial, je serais arrivé à la même heure. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent quand il me faut passer par le tunnel. Moi, je me retrouve souvent dans des rues résidentielles. Parce qu'il t'offre, lui, il fait le calcul mathématique, puis il t'offre le plus court. C'est peut-être un petit peu plus long en matière de kilométrage, mais j'arrive plus tôt parce qu'il y a moins de congestion. À Montréal, moi, je le mets. À Montréal, tu peux pas faire 1 kilomètre sans mettre l'application. Moi, j'ai toujours mon Waze. Dès que tu tournes au prochain coin de rue, il peut aussi bien te fermer. Là, avec, je sais où j'habite, mais j'ai besoin de mon Waze. C'est essentiel quand même. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stranger Things? Bon, on en parle depuis mercredi, on en a parlé dans cette émission, mais ça a tellement été populaire, les gens l'attendaient depuis 3 ans, cette 5e saison. L'ultime saison, c'est la première partie. Les 4 premiers épisodes ont été déposés mercredi sur Netflix. Ça a causé une panne. Il y a eu trop de monde connecté en même temps. Il y en a qui ont perdu. Ça s'est résorbé assez rapidement, par contre, là, mais surtout aux États-Unis, c'est presque... on dit 13 000 signalements, mais il y a eu quand même pas mal de monde qui n'ont pas eu accès à leur compte pendant un moment. C'est une série à gros budget. On dit c'est quoi? C'est entre 400 et 500 millions de dollars. J'ai vu seulement le premier là, parce que c'est long. Hein? C'est entre 50 et 1h20 là, par épisode. Les effets spéciaux sont vraiment chouettes, mais je trouve que ce qui se distingue, parce qu'il y a de la redite, là, c'est sûr qu'après 5 saisons, quand tu as des épisodes d'1 heure, c'est sûr que des fois, dans le scénario, on aurait pu ventiler, mais ce qui se démarque surtout, c'est la trame sonore. Elle existe, entre autres, sur Spotify. On se rappelle... Tu nous as vendu des bonnes chansons des années 80. C'est vraiment bon. On sait que c'est ça qui a fait renaître cette chanson-là.
Running Up That Hill de Kate Bush, qui est sorti dans les précédentes saisons, 37 ans après la sortie. Les jeunes l'ont découvert à ce moment-là. Mais là, ce qui fait réagir dans la trame sonore, parce qu'il y en a plein, le Upside Down de Diana Ross, t'as du Mr. Sandman, t'as du Metallica, Master of Puppets, t'en as plein. Mais la chanson qui fait réagir présentement, c'est celle-ci. Fernando. Oui. Ils ont ressuscité. Je l'avais pas vu venir. D'abord, mais c'est une scène assez intense. Donc, disons que la dissonance entre la joie de cette pièce-là et ce qui se passe dans la scène, c'est ce qui va faire réagir en fin de semaine. La trame sonore, d'ailleurs, est disponible partout si c'est ça qui vous intéresse, parce que Mario, je sais que tu fronces des sourcils quand on parle de Stranger Things. Mais t'as pas commencé, Mario, la non, scène? Non. Mais je suis pas sûre qu'il va le commencer non plus. Mais tu sais, dans Rolling Stones, la semaine passée, l'autre, tu nous as dit les meilleurs groupes, les 50 meilleurs groupes. Oui, ABBA n'était pas dedans. ABBA n'était pas dedans. Non, mais le magazine Rolling Stones, là, avec leur palmarès. Là. Bon, mais Fernando est dans Stranger Things. Oui, c'est ça. Vois. Regarde, on se rattrape ailleurs. Ils ont fait quand même, eux autres, pour trouver la chanson, là, ils ont testé 20, 30 chansons pour essayer de trouver la bonne affaire. Je pense que c'est pour ça que la musique marche autant dans cette série-là. C'est un personnage. C'est un personnage de la musique, OK. Parenthèse, si vous êtes sur la route d'ailleurs, la 132, c'est glissant. On a reçu un message texte. Là, soyez prudents sur les routes. Ben, je pense que ça peut être glissant à plusieurs endroits. Là. La petite neige qui tombait sur la rive sud est collante, elle colle sur la route. Justine, c'est une tradition, la Thanksgiving. 3 matchs de football consécutifs. Il y a eu du bon football hier. Là. Un menu bien complet, comme le veut la tradition. Des gros matchs, des matchs avec une importance aussi pour plusieurs équipes au classement. On commence avec le match de l'après-midi qui était Packers-Lyon. Un match que j'avais hâte de voir dans quel sens ça allait aller parce que c'est une tradition à Détroit. C'est depuis 1934 qu'ils accueillent un match de la Thanksgiving. C'est l'une des plus grandes traditions dans ce coin-là. Et ça a été un festin offensif. Finalement, vous aimez mes jeux de mots, hein? Les Packers qui ont été menés par Jordan Love qui était très, très affamé. 4 passes de toucher, 2 pour Devontae Vion Wicks. Et finalement, les Packers ont remporté le premier duel de la journée pour mettre fin aux fêtes des Lions. À Détroit, mais l'histoire de ce match-là, c'est que Dan Campbell, le coach des Lions, est celui qui a poussé l'idée qu'au 4e jeu, là, on fait pas un botté de dégagement ou un placement, on y va. On y va pour le gros... On joue le 4e jeu. Et là, hier, 3 fois, les Packers, c'est l'adversaire qui y a fait le coup, qui sont allés en 4e essai. La stratégie n'a pas fonctionné. Et qui l'ont fait. Donc, se sont fait faire leur coup, ni plus ni moins. Là. Exact. La stratégie de l'entraîneur n'a pas fonctionné cette fois-ci. La défense des Packers a réussi à les arrêter dans les moments clés. L'attaque des Packers, elle a réussi ses 4e jeux. Exact. Fait que, c'était... Bon, le match qui était, on disait, l'équipe qui allait le perdre allait être en grand danger pour les séries. C'était les Cowboys contre les Chiefs de Kansas City. Oui, et les Cowboys venaient de faire le coup aux champions du Super Bowl. Hein, il y a à peu près 4 jours contre les Eagles de Philadelphie. Et fait intéressant, c'est la première fois depuis 2014 là, que les Chiefs ne sont pas dans le portrait des séries en date de la Thanksgiving américaine. Alors, le match d'hier était quand même crucial. Mahomes a été très, très bon. Lui, on sait, il vient de cette région-là. Il est originaire de Dallas et a lancé 4 passes de toucher. Ça avait quand même semblé bien fonctionner pour ce qui est des Chiefs de Kansas City. Travis Kelce aussi un touché hier, lui qui connaît quand même pas les meilleurs moments de sa carrière. Mais vraiment, les Cowboys qui sont aussi exclus au sérieux, là, du portrait des séries, mais qui soudainement viennent d'enfiler 3 victoires de suite. Encore hier, m'ont semblé très convaincants. Dak Prescott est en mission, mène cette équipe-là de belle façon. Il y a des experts football qui commencent à les mettre dans le portrait quasiment du Super Bowl. Là. Peut-être on exagère parce que c'est une équipe qui croule souvent sous la pression. Mais hier, il y en avait quand même de la pression, puis ça a tenu la route, là. Ben oui, puis en plus, on a permis aux Chiefs de revenir dans le match à la toute fin, et finalement, on a quand même réussi à résister pour l'emporter 31-28. Et les Cowboys, ben oui, j'ai quand même envie de dire qu'ils pourraient surprendre d'ici la fin de la saison, parce que là, en 4 jours, on vient de battre les 2 finalistes au Super Bowl. Exactement. En danger, par exemple, les Chiefs, leur participation même aux séries cette année, qui se retrouvent en grand danger. Canadien exceptionnel. Canadien joue en après-midi. Après-midi, vers 16h cet après-midi du côté de Vegas contre les Golden Knights. Alors, on va tenter de continuer cette séquence de succès pour les Canadiens. On a confirmé que c'est Samuel Montembeault qui allait être devant le filet. Jakub Dobeš sera devant le filet demain contre l'Avalanche nordique de Québec parce qu'on ressort les uniformes pour le grand match de demain. Et il y a Alexandre Texier qui pourrait disputer son premier match dans l'uniforme des Canadiens cet après-midi.